Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être là ce midi avec vous au village Baïséa de Lyon, une ville que je découvre. Et donc on va être ensemble pendant une heure lors de cette table ronde. Une heure de table ronde où on va découvrir les témoignages, les bonnes pratiques de nos intervenants que je vais inviter à venir me rejoindre sur scène dans un instant. Et donc comme l'a énoncé Gwen, c'est une table ronde interactive. On a envie de vous poser des questions, de savoir comment ça se passe pour vous, la com interne. Donc vous allez voir des petites interactions entre nous pendant le débat. Donc une heure de débat, d'échange, suivi de 10 minutes de questions, qu'évidemment on pourra poursuivre lors du cocktail déjeunatoire. Et donc évidemment le sujet qui nous intéresse tous, on en a parlé, fidélisation des collaborateurs. Pourquoi la communication interne n'est plus une option pour votre entreprise? Évidemment, pour en parler, comme je vous le disais, je ne vais pas en parler toute seule. Je vais proposer aux différents intervenants de venir me rejoindre sur scène. Et donc là, je vais les appeler. Elle est directrice des ressources humaines d'un réseau de 10 restaurants chez McDonald's, leader de la restauration rapide. Merci d'accueillir Elisabeth Mayoret. Elle est chargée de communication chez Bonduelle, multinationale française spécialisée dans la transformation industrielle des légumes ambiants, frais et surgelés. Merci d'accueillir Lucie Pêche. C'est la directrice des ressources humaines de la Socara, société coopérative qui gère l'achat, l'approvisionnement, la logistique et le transport des magasins Leclerc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'accueillir Karine Fournier. Il est directeur conseil et associé d'Ultramédia, agence spécialisée en stratégie éditoriale. Merci d'accueillir Arnaud Saint-Jean. Et enfin, il est président fondateur de Steeple, entreprise rennaise spécialisée dans la communication interne. Merci d'accueillir Jean-Baptiste de Belair. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, tout le monde est bien installé? C'est parfait. Bon, alors j'ai commencé un petit peu à vous introduire auprès du public, mais on va rentrer évidemment un peu dans le détail. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est comment ça se passe dans vos entreprises, qu'est-ce qui la caractérise. Voilà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter la structure? Elisabeth, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît? Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis directrice des ressources humaines dans le secteur de la restauration rapide. Donc c'est un secteur très fortement pénurique, ce qui a été très accentué par la crise sanitaire et surtout très fortement concurrentiel. Donc l'enjeu, c'est de se démarquer des autres enseignes et à l'intérieur de notre propre enseigne, de se démarquer d'un marché à l'autre. C'est ça ce qui fait qu'on a tenté de créer une stratégie de communication interne. De 400 collaborateurs sur la région lyonnaise qui sont répartis sur 10 sites différents. Et la difficulté, c'est que chaque équipe vit à l'échelle de son restaurant. Et donc, pour passer les messages, il a fallu être inventif et réfléchir à nos valeurs et sur ce postulat de départ, déterminer qui allait être vecteur de cette communication interne. Donc, on a travaillé pendant 2 ans, puisqu'on est une jeune franchise, puisqu'on n'a que 3 ans d'existence. Tous avec de l'expérience dans nos métiers et dans notre enseigne. Et c'est ce travail qu'on a mené sur les 2 dernières années. Elisabeth, et tu m'expliquais aussi que ce qui était caractéristique de vos enseignes, c'est que vous avez beaucoup de collaborateurs qui reviennent chaque année, notamment des étudiants. Alors oui, on a plus de 80-85% de notre public qui sont généralement des étudiants, en tout cas qui ne s'inscrivent pas dans la durée. Ils cherchent de la souplesse, de la flexibilité, un équilibre entre leurs études ou leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et du coup, on essaye de créer une fidélité d'une année sur l'autre, entre les vacances scolaires, l'été, etc. Et on a 15% de notre population qui va s'inscrire dans la durée. Donc le socle de l'identité de notre entreprise, elle est fondée sur ces 15%, qui va avoir tendance à s'inscrire sur 4, 5 ans, 10 ans. Donc, on a des collaborateurs qui ont 30 ans d'expérience. En tous les cas, c'est difficile d'articuler les besoins de chaque type de population. Donc, du coup, on va plus développer nos équipes, donc le middle management, nos équipes de gestion, on a l'habitude de dire, et nos équipes de direction. Et c'est eux qui vont être le relais de notre stratégie d'entreprise. Ça marche. Merci, Elisabeth, pour cette présentation. Et on reviendra un peu plus tard. Oui. Changer de micro peut-être, ah oui. Parce que celui-là crache un peu, je vais le garder. C'est le micro. Merci Gwen.
Merci Elisabeth pour cette présentation. Lucie, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, ton entreprise? Si, c'est bon, ça y est. Bonjour, donc Lucie, moi je travaille pour la société Bonduel, pour le siège en fait de Bonduel Frais Europe qui est basé à Genasse. Donc sachant que nous avons plusieurs technologies, tout ce qui est conserve et surgelé qui est le plus connu est géré au niveau de Villeneuve d'Ascq, du siège historique. Et donc ici nous gérons les technologies du frais, la 4e gamme et la salade traiteur. Nous, les problématiques de communication interne, en fait, c'est que nous avons une disparité. Nous avons un siège qui est à Genasse, nous avons 4 usines en France, un laboratoire et une force de vente qui est sur le terrain. Donc, grande disparité des profils des collaborateurs. J'ai oublié aussi les chefs de plaine qui accompagnent les producteurs. Tu me disais 6 sites et 1100 collaborateurs. Voilà, 1100 collaborateurs sur 6 sites. Donc disparité des profils et puis éloignement géographique. Donc il a été décidé de mettre en place un service communication interne en 2018. Lorsqu'on a tout rassemblé, le siège est venu ici à Genasse. Et comment dire, service que tu composes, c'est ça? Tu es venu renforcer la communication interne sur... Il n'y avait pas de communication interne au niveau de la France. La communication interne est faite au niveau du groupe. Et donc, pour cette activité, il a été décidé de créer un poste que j'ai pris il y a maintenant. Donc, on a commencé en 2018. Ça marche. Merci pour toutes ces précisions, Lucie. Karine, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise, ses activités, ses problématiques? Donc Karine, je suis DRH donc, de Socara qui est une centrale d'achat du mouvement Leclerc. Donc une centrale d'achat gère avant tout la logistique pour les magasins Leclerc d'une partie du périmètre régional. Ce qui veut dire qu'on est avant tout sur un secteur d'activité qui est la logistique. Alors la logistique, on en a besoin tous les jours. On a vu avec la poussée du e-commerce une augmentation forte des entreprises sur ce secteur d'activité. Et pour autant, c'est un secteur qui manque cruellement d'attractivité. Je ne sais pas si... quand vous étiez peut-être étudiant en terminale, vous envisagiez la filière logistique. En général, la réponse est non. Ce qui implique pour nous d'être particulièrement dynamique dans ce secteur pour promouvoir les activités et les métiers de la logistique. Donc, bien communiquer, c'est un enjeu fort. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a 750 salariés, dont 600 qui sont dédiés au métier de la logistique. On va avoir le reste des effectifs qui est affecté au service support et ainsi qu'au service achat qui sont importants effectivement dans une centrale d'achat. On a beaucoup d'approvisionneurs, d'assistants commerciaux, etc. Merci Karine pour cette présentation, c'est très clair. Messieurs, Arnaud, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise, nous en dire un peu plus? Il marche? Ouais, c'est bon. Donc Arnaud Saint-Jean, je suis directeur conseil associé d'une agence de communication qui s'appelle Ultramédia. On est basé à Lyon. On accompagne nos clients qui sont... plutôt des grands comptes sur leurs enjeux de communication externe, interne, marque employeur, corporate, B2B. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la com interne, c'est ce qui nous intéresse. On intervient à la fois en cadrage stratégique. Donc on va travailler avec nos clients sur la qualification de leurs enjeux parce que tout le monde aujourd'hui a des enjeux en termes de communication interne, mais avec des problématiques bien différentes. Et surtout des façons d'y répondre qui doivent être personnalisées. Ensuite, on va les accompagner sur l'animation de dispositifs, de solutions, et puis on va aller jusqu'à la mesure de la performance. On accompagne des entreprises des secteurs banque-assurance, beaucoup, santé, grande distribution. Alors, je vais citer quelques marques. On travaille pour McDo France, au niveau national. Leroy Merlin, qu'on accompagne beaucoup sur les enjeux de communication interne. Crédit Agricole, le groupe, à Montrouge. Voilà, aujourd'hui, on accompagne une quinzaine de clients sur ces enjeux. On est une vingtaine à l'agence. Voilà. Merci beaucoup Arnaud.
Jean-Baptiste, peux-tu... Bon, je termine rapidement, on en a déjà dit quelques mots. Donc nous, Steeple, on est une centaine de collaborateurs répartis sur le siège qui est à Rennes, un bureau commercial à Barcelone et des équipes itinérantes, dont ici à Lyon, Anthony qui est avec nous aujourd'hui. Et on accompagne plus de 1000 entreprises partout dans le monde sur le volet de la communication à travers un logiciel que j'aurai le plaisir, si vous voulez, de vous présenter au cocktail tout à l'heure, et de tout secteur confondu, de toute taille confondue. Merci Jean-Baptiste. Donc on va rentrer maintenant un petit peu dans le vif du sujet. Et la première question que j'ai envie de vous poser... Et je lève la main, Charlotte, pour poser la première question. Oui. Je parle très fort, donc je n'ai pas vraiment besoin de micro. Vous ne m'entendez pas assez, je prendrai un micro. La première question que j'ai envie de poser au public, oui. ce tour de table, ce sera la suivante. Ça va être aussi, on a vu comment notre table ronde communiquait en interne. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu comment vous estimez votre communication interne sur une échelle de 1 à 5. Quelle note vous lui donneriez? Donc, moins de 2, c'est pour ça que je suis là. 3, on peut s'améliorer. 4, je me tiens à la page. Encore 5, je suis là pour le cocktail. Voilà, vous avez encore quelques secondes pour répondre. Vous êtes extrêmement réactif, très très connecté, Léon. Fonctionne bien. La Wi-Fi fonctionne, ça cartonne. Du tonnerre. 46 réponses, 47. On est sur un taux de réponse phénoménal, ça va être superbe. On a donc une majorité à nouveau de 3, Charlotte. Et oui. Également 13 personnes qui ont répondu moins de 2, c'est pour ça que je suis là. Donc voilà, il y aura, j'imagine, beaucoup de réponses que vous allez continuer de nous apporter. Merci. Tout à fait. Merci Gwen et merci à tous d'avoir répondu. Je reprends ma question. Alors, pourquoi c'est important la communication interne? Pourquoi c'est important de l'améliorer? Lucie, est-ce que tu veux nous apporter des éléments de réponse? La communication interne, je pense que c'est primordial pour tous les collaborateurs, pour donner du sens à ce qu'on fait. Je pense que c'est important quand on se lève le matin de savoir pourquoi on vient travailler dans cette entreprise et pas dans une autre, savoir ce que l'entreprise nous apporte. Et donc cette communication interne aide à diffuser en fait la stratégie de l'entreprise, donner de la direction pour tout le monde. Elle aide à créer du lien. Elle aide aussi évidemment à l'engagement des collaborateurs. Donc voilà, donc elle a beaucoup de... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous éclaires un petit peu sur justement le point de départ de tout ça que tu as évoqué tout à l'heure. Comment dire, historiquement, vous aviez 2 activités et comment elles se sont regroupées? Oui, on avait deux activités avec un siège en Bretagne pour l'activité traiteur et un siège ici pour l'activité 4e gamme, avec des très fortes identités. Et donc tout a été rassemblé ici et ça n'a pas été simple, ce qui est normal c'est toujours difficile de changer ses habitudes, et donc on avait besoin de rassembler en fait tous nos collaborateurs sous le projet Bonduel et sous la marque Bonduel, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour vous aider dans cette démarche, vous avez mis en place peut-être une enquête, des outils qui vous ont permis de... Alors, on a une enquête d'engagement, qu'on appelle enquête d'engagement collaborateur, qu'on fait tous les 2 ans. Et effectivement, les résultats étaient... au moment de ce rapprochement, les résultats n'étaient pas bons du tout. Les collaborateurs se sentaient mal informés et désengagés. Voilà. Donc ça a été le point de départ de la création de ce poste et de la mise en place de notre communication interne. Ça marche. Merci Lucie pour ces éléments. Elisabeth, je pose la même question. Pourquoi c'est important la communication interne et quel a été aussi le point de départ donc, que tu as évoqué tout à l'heure avec la création de la franchise, si je ne me trompe pas? Oui, donc ça c'est le point de départ. Ouais. Pourquoi la com interne est importante? Je pense que dans notre culture d'entreprise, c'est pour aider à créer ce sentiment d'appartenance. McDonald's, c'est une enseigne qui est construite autour du travail en équipe, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de conserver cet esprit d'équipe sur le long terme. Donc le sentiment d'appartenance, c'est ce que disait Lucie, pourquoi travailler pour cette entreprise et pas une autre? Pour nous, c'est encore plus spécifique, c'est pourquoi travailler pour cette franchise, pour ce restaurant, et pas le 30e, le 40e, le 50e, il y en a quand même 1500. Donc du coup, c'était ça ce qui était important pour nous. Et le point de départ, j'ai envie de dire, donc oui, la création de la franchise et peut-être la personnalité de notre gérant, qui est quelqu'un de très charismatique et de très emblématique au sein de l'enseigne McDonald's France, sauf qu'à la fois, c'est primordial d'avoir un dirigeant axé communication interne,
et on ne peut pas fonder toute notre communication interne sur la seule personnalité du dirigeant. Donc on a fait un travail sur nos valeurs, notre identité. Donc pour nous, c'est la bienveillance, le bien-être au travail, le management de proximité. Et on s'est fait accompagner par un cabinet de coaching qui connaît à la fois bien notre enseigne et bien ce domaine-là pour construire ce vers quoi on voulait aller. Et donc, il est ressorti une synthèse qui pourrait tenir en une phrase, un salarié, un potentiel. Et donc, on va travailler autour du développement des équipes. Et donc, c'est la direction qui va à la rencontre des équipes en restaurant, puisque eux sont, entre guillemets, toujours dans leur poste de travail. Nous, on va porter la stratégie, puis après, on va la relayer auprès de nos directeurs de restaurant, de nos managers qui sont au contact avec ce qu'on appelle, nous, nos équipiers polyvalents, pour que le message parte de la tête de l'entreprise et soit relayé de la même manière jusqu'en bas de la pyramide hiérarchique. Et c'est à la fois la richesse de la stratégie et la difficulté. Merci, c'est très clair pour toutes ces explications. Et je voudrais juste revenir sur, aller un peu plus loin sur ce que tu disais. Donc, vous avez mis en place ce coaching, vous avez avancé dans la stratégie et vous vous êtes rendu compte aussi de ce qui ne marchait pas en termes d'opérationnel, d'outils. Alors, tout le monde n'est pas connecté, déjà, dans notre public. Donc, on a une majorité de gens non connectés. Et puis, on va voir tout ce qui est métier support. Donc, les métiers support, on n'est qu'une dizaine pour plus de 400 collaborateurs. On va avoir nos directeurs de restaurants qui sont connectés. Donc, on ne peut pas tout fonder sur les mails, par exemple. Et on s'aperçoit que c'est extrêmement chronophage. Plus on a de mails, moins on les lit, moins on arrive à déterminer le degré d'importance et d'urgence. Donc, on va beaucoup communiquer à l'oral. Et en même temps, essayer d'être un petit peu innovant. Donc, c'est comme ça qu'entre autres, on a rencontré Steeple par le biais d'un autre franchisé qui avait développé cet outil pour essayer de créer une interaction entre la direction, les métiers support et nos équipes en restaurant sur le terrain. Et du coup, on va démultiplier ça. Donc, la communication orale est vraiment primordiale chez nous. Steeple, mais aussi Teams pour l'équipe de direction, des groupes WhatsApp pour on essaye qu'il y ait les avantages et non les inconvénients, mais il y a une instantanéité dans une entreprise qui ne ferme jamais, en fait, McDonald's. Oui. Donc, du coup, 365 jours par an, nos restaurants sont ouverts. Donc, il fallait pouvoir garder ce lien dans le quotidien, dans l'instantanéité. Et ça aide nos directeurs entre eux à avoir un esprit d'équipe alors qu'ils sont chacun sur un site. Hyper intéressant, on reviendra plus tard sur le comment et comment vous déployez tout ça. Karine, j'ai envie de te poser la même question. Pourquoi c'est important la communication interne et quels sont les points de départ, les prises de conscience qui vous ont amené à développer la com? C'est bon, ça marche? Oui. La com interne pour nous est devenue une nécessité quand on s'est rendu compte qu'on avait un gros manque de travail collaboratif au sein des équipes. L'entreprise historiquement travaille beaucoup en silo. Je vais peut-être changer de micro. Oui, c'est une... Marche pas. Si, c'est bon. C'est une entreprise qui est ancienne, qui travaillait à l'ancienne, beaucoup en silo, avec peu d'interaction entre les services. Autant les managers arrivaient à se parler à peu près entre eux, mais d'un salarié à l'autre dans un service distinct, c'était contre nature. Donc, pour permettre un vrai travail collaboratif et de la fluidité dans les échanges, plus de réactivité, d'efficience, on s'est posé la question de d'abord si c'était une réalité, donc on a réalisé un sondage et puis on a profité pour demander aux gens est-ce qu'ils trouvaient qu'il y avait un esprit d'équipe dans l'entreprise, est-ce qu'ils trouvaient des collègues pour les aider quand ils avaient des difficultés, et on s'est rendu compte que les résultats n'étaient pas extraordinaires. On manquait vraiment de collaboration entre les équipes. Et donc pour nous, la com interne, ça devait être l'enjeu. Enfin, l'enjeu le plus important, c'était justement de créer de la communication entre les collaborateurs, parce que quand on communique,
on se connaît, on travaille mieux ensemble. Donc ça, c'était un enjeu extrêmement fort. Se connaître les uns les autres, connaître les contraintes des services des autres. Ce n'est pas parce que la personne ne me répond pas immédiatement qu'elle ne m'aime pas, mais elle a aussi une contrainte de son côté. Et voilà, la communication interne, pour nous, ça représentait la possibilité pour les gens de se connaître et de créer du lien. Merci Karine pour ces éléments, c'est très intéressant. Et tu disais également que finalement la communication descendante fonctionnait bien, mais voilà, c'est ça, que c'est tout l'ascendant, le transversal qui fonctionnait un peu moins bien. Oui, c'était vraiment complètement absent. On avait des écrans d'infos qui diffusaient la bonne parole de la direction. Mais voilà, encore une fois, c'est pas vraiment ce qu'on souhaitait. C'était vraiment que les gens apprennent à se connaître les uns avec les autres pour mieux travailler ensemble. Merci Karine, merci beaucoup. Arnaud, je te pose la même question. Pourquoi c'est important d'améliorer la communication interne et qu'est-ce que tu observes chez les clients que tu accompagnes sur les prises de conscience, les points de départ? Alors sur les prises de conscience, il y a une vraie prise de conscience, il y a une reconnaissance de la com interne, nous on trouve ces 2-3 dernières années, notamment de la part des directions. Longtemps la com interne a été un petit peu reléguée au deuxième plan, c'était quelque chose pour le service RH, c'était de l'animation, c'était de l'événementiel en interne. Et puis depuis 2-3 ans, on se rend compte que la com interne est une question de santé pour les entreprises. On est à la croisée en gros entre les besoins vitaux d'une entreprise et les besoins vitaux des collaborateurs. La com interne, oui, c'est du sentiment d'appartenance, oui, c'est de l'émulation, oui, c'est mieux se connaître, mais derrière, ce sont des enjeux de montée en compétences, ce sont des enjeux de fidélisation, ce sont des enjeux d'attractivité, ce sont des enjeux aussi d'accompagnement au changement, accompagnement des compétences des collaborateurs pour répondre aussi au changement des marchés et des métiers. La com interne est devenue vraiment un vrai sujet de compétitivité et de productivité. Et à partir du moment où une question est mesurable en termes financiers, comme par hasard, ça résonne plus facilement dans l'esprit des dirigeants. Et c'est le cas depuis 2-3 ans. La com interne est devenue un sujet vraiment pris très au sérieux. Après, en effet, ça dépend des structures, ça dépend des organisations. Dans certaines organisations, ce qu'il va falloir, c'est recréer d'abord du lien. Dans d'autres, c'est travailler le sens des métiers. Dans d'autres encore, c'est réinjecter un petit peu de descendant parce que les collaborateurs ont besoin de savoir pourquoi ils font tel métier, où va leur marché, quel est le cap, est-ce que l'entreprise est au clair avec ses objectifs. Donc c'est pour ça que la réponse sera adaptée vraiment à chaque entreprise et à chaque marché. Et puis la dernière nouveauté, je trouve, c'est que la com interne s'accompagne aujourd'hui de vrais KPI. Et ça, c'est important parce qu'à partir du moment où on peut mesurer, on peut aussi plus facilement investir. La com interne, c'est un investissement qui se mesure à moyen long terme. Ça a été longtemps du coup difficile d'y allouer des budgets. À chaque fois, c'était un peu des queues de budget dans les entreprises. Aujourd'hui, on voit des directions de la com interne qui se créent, qui ont de plus en plus de moyens parce qu'on est aussi capable de caler des KPI très concrets en termes de turnover, en termes de satisfaction des collaborateurs. On parle de baromètre aussi, de sentiment d'appartenance ou de bien-être au travail. Et cette mesure de la com interne, c'est une nouveauté. Et je pense, en tout cas pour les personnes ici qui s'occupent de com interne, c'est une opportunité. C'est une bonne façon aussi de revendiquer l'importance de la com interne auprès de vos directions pour les directions qui n'en seraient pas encore convaincues. Voilà. C'est bien dit, merci beaucoup Arnaud. C'est très, très éclairant. Jean-Baptiste, même question aussi pour toi. Pourquoi c'est important d'améliorer la communication interne? Bon, difficile de passer après tout ce qui a été dit, mais parce que tout est vrai. Et je crois qu'il y a un élément qui est commun, c'est parce que le collaborateur le souhaite. Et il le fait savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'hésite plus à claquer la porte. Et on voit les taux de turnover qui augmentent. Alors, on avait des générations avant qui pouvaient faire 40 ans dans la même entreprise, qui repartaient avec la médaille du travail. Allez dire ça à un jeune, vous ne le faites pas rêver. Un jeune, en moyenne, dans une entreprise, s'il a moins de 30 ans, il reste 15 mois en moyenne dans une entreprise. Et ce qui s'est passé, tu soulignes depuis 2-3 ans, le Covid, c'est que maintenant, ce n'est plus les nouvelles générations X ou Y, c'est carrément tout le monde. Toutes les générations confondues, la recherche de sens, eh bien, on peut très bien changer d'entreprise, mais on peut très bien changer de carrière, se former sur autre chose, et on n'hésite plus du tout parce qu'effectivement, il y a un marché qui est aussi propice en ce moment. Donc, ils le disent d'une manière qui est assez forte,
avec du turnover, mais ils le disent aussi avec plein de ce qu'on appelle, nous, dans les entreprises, des signaux faibles. Les signaux faibles, ben, ça va être un petit peu ces rumeurs, ce qu'on appelle radio carpet, ce qui circule comme information, toutes ces choses qui sont pas nettes, ou quand vous dites quelque chose, ben, vous le voyez revenir 24 heures après, complètement déformé, volontairement ou non. Mais en tout cas, c'est comme ça. On le voit aussi sur les événements. Vous dites, il n'y a jamais personne à mes événements. C'est une manière aussi, quand on n'est pas impliqué, quand on ne se sent pas impliqué dans la communication, dans la vie de l'entreprise, de dire non, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Et je pense que vous l'avez souligné, c'est quand il y a des entreprises aussi qui ont le courage de faire une enquête, parce que parfois, si on se ferme les yeux pour dire que tout va bien, mais là, quand on fait une enquête, là, c'est génial parce que tous ces petits signaux faibles, ça devient des signaux forts, et c'est ce qui permet d'éviter pas d'augmenter le turnover, mais au moins de se rendre compte avant le turnover qu'il y a un problème, et donc de prendre les devants, et c'est ce que vous avez fait apparemment, et c'est top. Merci Jean-Baptiste, et merci à vous 5 pour vos réponses. J'ai une seconde question. D'ailleurs, je vais peut-être me réorienter vers la vente de micros parce que je commence à en avoir quelques-uns. La nouvelle question, je remarque aussi sur l'enquête de tout à l'heure qu'il y a une personne quand même qui est là pour le cocktail. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Je m'adresse directement à cette personne. Le micro marche à nouveau, je vais pouvoir vous le repasser. Donc ma nouvelle question, vous en avez un petit peu parlé, ou alors c'était sous-jacent par rapport aux outils, aux médias, aux supports de communication. Comment communiquez-vous en interne, cher public, comme un présentateur télé, cher public? Prenez la petite tablette située sous votre siège et vous allez pouvoir répondre à cette petite question, et on va découvrir un peu au fur et à mesure vos réponses, et je te propose, Charlotte, de débriefer quand le nuage de mots sera apparu. Voilà. Ça marche. À tout à l'heure. On continue cette table ronde, et après le pourquoi, moi ce qui me vient spontanément, c'est le comment. Et par comment, je veux dire par là, comment on fait pour améliorer sa communication interne au quotidien, ou alors comment on fait pour construire son projet. 2 axes. Quelles ont été les étapes? Quelles sont les personnes qui vous aident en interne, vos vents porteurs, ou au contraire les gens qui sont un peu plus poil à gratter? Qu'est-ce que je voulais dire, Karine? Est-ce que tu peux nous partager peut-être une méthode, process? Oui. Alors comme dans beaucoup d'entreprises, malgré notre taille, on est 750, on n'a pas de ressources dédiées à la communication interne. Voilà, c'est mal. Mais donc, la développer sans avoir de ressources dédiées, je pense que voilà, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'entreprises. Nous, on a fait le pari de créer une équipe projet constituée du DG, parce que de toute façon, si lui n'est pas là pour impulser, ça c'est, je pense, c'est un critère fort de réussite du projet. Donc le DG, une personne de l'équipe RH, une de l'équipe exploitation et une de l'équipe com externe. On a la com externe. Et l'assistant de direction. Et ensemble, on a phosphoré sur les outils. Et c'est là qu'on a décidé de se lancer sur la dimension Steeple. En fait, c'est effectivement lié à notre questionnaire d'origine, et on s'est dit que la stratégie de com multicanaux pouvait être intéressante, et surtout éviter pour nous d'être trop chronophage. On n'a pas imaginé qu'il y avait une personne qui allait poster toutes les infos nécessaires, mais que ce serait partagé. Non seulement avec toute l'équipe de direction, tous les managers, mais aussi les collaborateurs eux-mêmes. Donc notre choix, c'était de se dire, la com interne, elle est faite par tout le monde. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Lucie, il me semble que chez Bonduel, c'était une volonté forte du CODIR d'améliorer, de mettre en place des process. Oui. Oui, tout à fait. C'est ce que disait aussi Karine. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne communication interne, mais c'est une évidence. S'il n'y a pas une volonté de la direction, parce que c'est quand même eux qui doivent un petit peu fixer le cap et qui décident de la stratégie. Il y a un autre pan qui est très important, c'est la collaboration. Donc moi, quand j'ai pris mon poste, la première chose que j'ai fait, c'est faire le tour des usines et de voir comment eux communiquaient déjà, et parce qu'il y avait des bonnes pratiques aussi, et surtout voir comment ils recevaient la communication qui arrivait de la part du siège. Donc impliquer les équipes le plus possible, avoir des relais localement,
Je pense que c'est deux choses importantes. C'est génial. Et qu'est-ce que tu as appris justement en allant sur le terrain et en échangeant avec toutes les personnes J'ai appris justement qu'ils se sentaient très loin de nous quand je suis arrivée en Bretagne sous la pluie. Mais non. Je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. c'était au mois de novembre. Ça arrive au mois de novembre. Ouais, bah oui. Une fois. C'est arrivé une fois au mois de novembre, c'était en 97. Genre, vraiment. Non, donc, trêve de plaisanterie. Non, mais c'est vrai, et même moi en étant là-bas, effectivement, quand je voyais des écrans pas du tout interactifs, pour le coup, avec une communication très top-down, on peut comprendre qu'ils ne se sentaient pas du tout concernés. Donc la première chose à faire, pour moi, ça a été de créer des relais et de travailler en collaboration avec les différents sites. C'est ce que voilà, on a mis en place un groupe de travail, un comité de rédaction pour le journal interne, voilà. Parce que troisième chose aussi, la com interne, il faut aussi que ça porte la voix des collaborateurs, pas seulement tout à fait, ouais. de celle de la direction. Ça marche comment Tu es plutôt satisfaite ou... On n'est jamais complètement satisfait. Oui. Je m'accroche encore à mon journal papier, je sais que c'est très rustique. Mais c'est un beau travail de collaboration parce que c'est vraiment de l'information qui vient du terrain, et ça, j'y tiens. On a une grande partie de nos collaborateurs qui ne sont pas... On a 2/3 de collaborateurs non connectés, donc les personnes qui sont sur ligne. Donc pour l'instant, c'est la seule solution pour leur donner de l'information. On est en train de tester dans une de nos usines, bien sûr, la solution Steeple. Et on la teste pour 2 raisons. Nous, on la teste pour les collaborateurs non connectés et aussi pour garder le contact avec nos saisonniers, parce que c'est une autre problématique, du recrutement. Et on est tous sur des secteurs un peu tendus en ce moment. Merci beaucoup, Lucie, pour toutes ces précisions. Très intéressant. Elisabeth, je te pose également la même question. Comment on fait au quotidien pour améliorer la communication interne et quelles sont les étapes, les groupes de travail, les process que vous avez pu mettre en place? Alors, on va beaucoup à la rencontre des équipes. Lucie l'a dit, on peut avoir des très bonnes idées au niveau de la direction, mais c'est pas forcément, ça ne correspond pas toujours aux besoins des équipes sur le terrain. Et c'est là qu'on peut vite commettre des erreurs ou s'éloigner de ce qui va correspondre à leurs besoins. Donc du coup, beaucoup aller à la rencontre. Donc ça peut être chacun dans nos métiers, en finance, en cœur de métier, en opération, on appelle ça chez nous. Moi, en ressources humaines, aller à la rencontre de chacun pour savoir quel est son besoin. Ça peut être de la formation, ça peut être du développement de compétences, ça peut être communiquer sur tout un tas de problématiques ou de sujets pour savoir de quoi a besoin de quoi ont besoin les collaborateurs, et ensuite on va essayer de coller au mieux à ce besoin. Donc nous, ce qui a émergé, c'est le besoin des très nouvelles générations, donc les millennials et encore les plus jeunes chez nous. Ils veulent du sens, ils veulent apprendre en permanence, qu'on les développe, mais tout ça, ça doit se faire dans une temporalité beaucoup plus courte que par le passé. Donc en termes de temporalité, on est sur 6 mois. C'est déjà très long pour quelqu'un qui a 18-20 ans aujourd'hui, là où il y a quelques années, on parlait en 3-4 ans. Et donc, il faut s'adapter à tout ça. Donc, nos process d'évolution, puisque la com interne est beaucoup calquée sur les process d'évolution chez nous et le développement des équipes, on va essayer de coller au maximum. Ça nous permet aussi de relier avec la problématique de recrutement, puisqu'en fait, on recrute en permanence aussi sur les métiers intermédiaires de managers chez nous qui vont encadrer les équipes. Et on a tellement de besoins qu'il faut avoir 1 coup d'avance, 2 coups d'avance, 3 coups d'avance. Donc on avait à peu près 1 coup d'avance avant la crise sanitaire. Donc on a passé la crise sanitaire. Et maintenant, ça ne suffit plus pour attirer et pour garder les équipes. Du coup, on a des process raccourcis. Les gens sont formés sur le terrain. On va les observer pour valider leurs compétences, leur savoir-faire. Et du coup, on va parfois aller au-devant des collaborateurs qui n'ont pas encore pensé qu'ils pouvaient évoluer. Et on va leur dire, voilà, on croit en toi. Aujourd'hui, on veut t'amener à tel métier. Est-ce que tu es d'accord pour monter avec nous dans le TGV? La plupart du temps, la réponse est positive. Et du coup, ça va les garder en énergie, leur donner envie et créer ce sentiment d'appartenance et fidéliser malgré tout. Donc, la notion de fidélité, elle est très fluctuante, suivant les générations, les métiers.
Et chez nous, c'est vraiment extrêmement hétérogène. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc du coup, la direction va à la rencontre des équipes. Les équipes n'hésitent plus à dire ce dont ils ont besoin, ce qu'ils cherchent, pourquoi ils ont envie de rester ou pas. Et on va être en perpétuelle adaptation vis-à-vis de ces besoins. Ce qui n'est pas toujours très simple, mais qui fonctionne. On a des jolis exemples en tout cas. Merci beaucoup Elisabeth, c'est assez inspirant cette stratégie basée sur l'humain pour faire grandir les collaborateurs en interne. Je me permets un petit récap des réponses du public avant qu'on enchaîne, Charlotte. Donc on a globalement en majorité l'intranet et la newsletter qui reviennent, également le mail ou les mails. D'ailleurs, on a la gazette interne, on a l'affichage dynamique, on a également quelques outils, donc Teams, je vois également Klaxoon qui est utilisé, Yammer, et enfin il y a un petit peu de Steeple. Vous avez également l'apéro, qui est certainement une start-up qui doit avoir pignon sur rue. Voilà, donc voilà comment communique notre public. Merci Gwen et merci à tous d'avoir participé. Arnaud, je te pose la même question. Comment on fait finalement pour améliorer sa com interne? Qu'est-ce que tu observes chez les clients que tu accompagnes? Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses. On écoute, ça c'est sûr. Il faut écouter les collaborateurs, leurs besoins, leurs difficultés. On n'écoute pas tant le ressenti par rapport à la com interne existante, parce que finalement la com interne elle n'est pas là pour savoir si ce qu'elle fait ça plaît ou ça plaît pas. Ce qu'elle fait, il faut que ça soit efficace. Donc on écoute les besoins des collaborateurs, on observe leurs usages, on écoute les besoins de l'entreprise. La deuxième chose, c'est on se fixe des objectifs et on les priorise. On ne peut pas aller chasser 4-5 objectifs en même temps, donc il faut prioriser. Troisième chose, on va chercher un sponsor. En effet, il faut que l'enjeu com interne soit vraiment partagé au plus haut niveau de la hiérarchie si possible. Et puis dernière chose, on adopte vraiment cette posture servicielle et on le fait savoir. Souvent la com interne est mal connue par les équipes. On ne sait pas trop bien ce qu'ils font. Ouais, ils font le magazine, oui, ils organisent les événements. Il faut assumer ce qui est devenu un certain leadership de la com interne dans les organisations aujourd'hui. Aujourd'hui, la com interne, encore une fois, participe directement à la performance des entreprises sur plein de volets. Et ça, il faut le revendiquer. On voit encore trop de direction de la com interne ou d'équipes de la com interne qui s'excusent un peu d'être là dans certaines réunions ou sont obligés de revendiquer leur place dans un comité éditorial. Non, il faut vraiment assumer ce rôle parce qu'il est réel. Et donc, cette posture servicielle, on est là au service des collaborateurs, au service de l'entreprise, et elle est là, notre valeur ajoutée. C'est de trouver justement là où les intérêts deviennent communs et là où ça devient efficace pour les deux parties. Donc, voilà. Merci Arnaud, oui, c'est vrai que c'est important la question de la légitimité, c'est bien de le rappeler. Merci. Jean-Baptiste, comment on fait finalement pour améliorer sa com interne? Ce qui est intéressant sur la table ronde, c'est qu'il y a un point commun entre vos trois entreprises, c'est l'implication de la direction. Et ça, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre depuis le début de la semaine qui nous disent « mais moi, je rêverais de faire plein de choses, je rêverais tout ça, mais mon dirigeant, il s'en fout complètement de la communication interne. » Et je vais vous dire, c'est le point de départ de tout, vous l'avez cité, c'est le point de départ, et si vous n'avez pas ça, vous irez vraiment pas très loin. Donc, il y a comment améliorer sa communication interne. Vraiment, le premier lieu, c'est convaincre sa direction que c'est important. Et il y a un élément qui est important, c'est qu'on dit souvent argument contre argument, c'est toujours la direction qui a raison, mais argument contre data, c'est toujours la data qui a raison. Alors si vous voulez améliorer votre communication interne, faites déjà cette enquête et amenez des faits réels qui sont un mécontentement qui va être remonté par l'enquête. Et après, montrer aussi que la communication interne, c'est une expertise, c'est un métier. C'est pas la 5e roue du carrosse, c'est pas le truc « ah, tu peux me faire ça en plus ». Non, c'est un métier. Alors un métier, ça demande de l'expertise. Donc l'expertise, soit on se forme, soit on fait appel à des prestataires. Et donc, ça demande des moyens. Et même comme n'importe quel métier, ça demande aussi, comme un bon artisan, qu'est-ce qu'il a? Il a des bons outils. Et les bons outils, ça demande aussi d'avoir des moyens. Il y a plein de bons outils, on en a quelques-uns qui sont là. Faites un bon cahier des charges pour trouver le bon outil qui corresponde à 100% de vos collaborateurs. Mais tout ça pour vous dire que ne faites pas de communication interne avec des bouts de ficelle. C'est demander des moyens, et si jamais la direction vous les accorde pas, prenez faites ce que vous voulez, mais ça ne... non, mais on se bat tellement à plein de choses tous les jours que si jamais on n'a pas avec nous la direction, c'est trop dur.
Merci Jean-Baptiste. Et c'est vrai que c'est le dirigeant qui dit ça. Bon, vrai que... Essayez déjà de rester quand même dans l'entreprise, mais vous m'avez compris. Merci Jean-Baptiste et merci à tous les 5 pour vos différents éléments inspirants. On a appris, je trouve, plein de choses. Et on continue, on poursuit la table ronde. Après le pourquoi, le comment, le quoi. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des exemples de communication, d'action, des choses que vous avez pu mettre en place dans vos entreprises et qui fonctionnent. Karine, je te laisse commencer. Alors, je vais rebondir sur la notion d'apéro, parce que s'il y a un truc qui fonctionne, c'est ça. Voilà. Okay. C'est vrai que maintenant, dans les entreprises, on fait moins d'apéros. C'est vrai. Il y a 30 ans, on faisait énormément d'apéros et les gens restaient beaucoup plus dans les entreprises. Il y avait une ancienneté colossale. Je pense qu'on pourrait peut-être... voilà, Et au-delà de la plaisanterie, ouais, je pense qu'il y a un lien, parce qu'il y a une convivialité, sans doute, qui existe moins aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental. Si vous avez un collaborateur qui s'entend bien avec son chef, qui s'entend bien avec ses collègues, qui est dans finalement ce qui ressent être une bonne ambiance de travail, il va moins avoir tendance à vouloir partir. Ça, c'est fondamental, toute génération confondue. Et le fait de travailler sur la com interne, de permettre aux collaborateurs de créer du lien entre eux, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour nous, ce qui fonctionne au-delà de l'apéro, je peux effectivement parler des publications qui fonctionnent bien, que les gens postent. Je ne parle pas des postes de la direction sur lesquels les gens peuvent répondre. On retrouve vraiment cette dimension, l'anniversaire, le départ d'un tel, la petite médaille du travail qu'a reçue cette personne. Voilà, ce qui fonctionne, c'est le petit témoignage et finalement la tranche de vie. Oui, mais je pense que tu dis bien, ouais, c'est ça, on en parlait aussi avec Lucie, c'est l'humain, finalement, qui fonctionne. Lucie, tu veux peut-être réagir par rapport à ça. Merci, Karine. Oui, c'est primordial. Donc, ce qui fonctionne, c'est les événements, c'est la récurrence aussi, c'est la régularité, parce que ça crée aussi de la confiance, ça crée des rendez-vous. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle dans certaines entreprises des town halls. C'est une réunion mensuelle, alors qui au départ était l'idée dirigée par tout le CODIR, mais c'est un rendez-vous, c'est retranscrit, c'est retransmis dans les usines, la force de vente aussi est connectée à ce moment-là. C'est un rendez-vous où on parle des résultats, d'où on en est, de nos projets, etc. Et de plus en plus, cet événement est co-construit avec les collaborateurs qui viennent eux-mêmes présenter leur réussite et leurs projets sur les différents sites. Donc des bons retours sur ce format Town Hall qui permet d'impliquer. Ok. Voilà, et qu'on essaye après qui est déployé après plus oralement au niveau des lignes. Ça marche, merci à toutes les deux. Elisabeth, tu veux peut-être réagir sur cette question. Qu'est-ce qui fonctionne alors ? Ce qui fonctionne, alors j'ai 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Tout à l'heure, je parlais de la direction qui doit aller à la rencontre des équipes. Donc, nous, on a pris le parti cette année, donc on est 3, on va dire, le gérant, mon homologue aux opérations et moi-même. On va rencontrer ce qu'on appelle des équipes de gestion, donc c'est le middle management, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est ceux qui gardent les équipes en énergie. On va aller les rencontrer pour connaître leur état d'esprit, est-ce qu'ils se sentent bien, pourquoi ils se sentiraient moins bien, leur présenter la stratégie, les résultats, répondre à leurs questions sur ce qui peut leur paraître un petit peu plus flou sur la stratégie de l'entreprise ou son développement. Et du coup, on va aller rencontrer au moins une fois par an chacune des équipes dans chacun des restaurants. Donc ça, c'est une action qu'elle a mis en place cette année. Moi, dans mon métier, je vais aller présenter à tous les salariés de l'entreprise la politique sociale. Donc je fixe un rendez-vous que je communique entre autres via Steeple ou via un affichage suivant les restaurants pour leur dire voilà, je viendrai à votre rencontre, je serai là pour répondre à vos questions, j'ai hâte de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Parfois ça marche moins bien. Même s'il y a moins de monde, les gens sont généralement contents qu'on vienne échanger avec eux et qu'on prenne du temps pour apprendre à se connaître un petit peu quand on était très nombreux. Donc ça, c'est un premier exemple. Et un deuxième exemple de ce qui marche bien, c'est les échanges de bonnes pratiques. On en a déjà un petit peu parlé. On va choisir des thèmes. C'est ce qu'on appelle des ateliers de performance. Donc c'est propre au cœur de métier.
Et donc, on va repérer une bonne pratique dans un restaurant. Et ce sont les managers de ce restaurant qui vont organiser l'atelier, qui vont aller expliquer les bonnes pratiques et les partager avec les collègues des restaurants voisins. Et ça leur permet d'être mis en lumière et de leur apporter de la reconnaissance dans leur quotidien. Et ça fonctionne assez bien. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à enrichir le programme de formation, entre guillemets, pour réussir à alimenter au fil des années ces ateliers de performance. Hyper intéressant, merci beaucoup à toutes les trois. J'ai appris plein de choses de mon côté. Je me tourne vers vous, messieurs. Arnaud, est-ce que tu peux nous partager des exemples d'actions, de publications, de rituels qui fonctionnent au sein des entreprises que tu accompagnes? Alors, ce qui marche bien, c'est l'incarnation, en effet. Le discours de la preuve, c'est comme en com externe, hein, il faut dépasser le simple discours d'intention, il faut prouver les choses. Donc quand on présente un cap stratégique ou un investissement ou une bonne pratique, il faut l'illustrer, il faut de préférence donner la parole à la personne qui l'a mise en avant. Ça permet de valoriser les équipes et ça aussi, ça marche très bien, de valoriser les équipes. Du coup, il faut accepter un certain degré d'imperfection, c'est pas grave. Laisser communiquer des non-communicants, on peut les accompagner, mais c'est bien aussi quand on est dans l'authenticité, ça c'est une vraie demande. L'autre chose qui fonctionne aussi, encore dans cette logique de rendre service aux équipes, c'est de leur faire gagner du temps. Leur faire gagner du temps, ça passe aussi par les aider à décrypter des sujets de culture économique, de stratégie, de tendance du marché. Les collaborateurs sont très en attente de ça. Et puis la proximité, en effet, pour casser, alors ça, surtout dans les entreprises qui sont éclatées géographiquement entre un siège et des magasins ou un siège et des filiales, la proximité, le fait de casser ces silos entre le siège qui parfois est un petit peu vu de façon déformée puis la réalité du terrain. Ce qu'on fait avec Leroy Merlin, c'est intéressant, je trouve, c'est qu'avec la com interne qui est basée au siège à Lille, on organise des comités éditoriaux pour anticiper un peu l'animation de la communication interne sur les semaines à venir. Et une fois par mois, on va organiser un comité éditorial dans un magasin différent. Ça a plein d'avantages, hein. Ça permet déjà de montrer que la com interne s'intéresse vraiment au terrain. Ça permet de rencontrer les vrais gens, ça permet de rencontrer notre vrai public et puis surtout ça permet de faire participer au comité édito les gens qui sont porteurs de sujets. Et la grande majorité des porteurs de sujets dans les entreprises, au-delà des sujets de gouvernance et de stratégie, eh ben, ce sont les collaborateurs parce que les vrais sujets de l'entreprise, c'est la réalité des métiers, c'est la réalité de la relation client, c'est la réalité des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et donc faire participer le terrain, leur laisser la parole et l'étape d'après, leur faire produire certains contenus, ça marche très bien. Voilà. Merci beaucoup Arnaud pour ces éléments. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fonctionne alors? Tu peux nous donner des exemples de publications, de rituels? Nous, donc, déjà chez Steeple, donc, ça fait 5 ans qu'on est un peu notre propre laboratoire pour tester en interne et après ce qui fonctionne, on va proposer ça aux clients. Donc les éléments que je vais vous donner, c'est normalement on ne le donne qu'aux clients. Donc bon, allez, pour vous c'est bon. Non. Donc on a 3 piliers nous. Déjà c'est à l'onboarding, énormément à l'onboarding où on met une attention particulière parce que il y a 28% des collaborateurs qui quittent l'entreprise dans les 45 premiers jours. Pas la nôtre, mais tous les collaborateurs et toutes les entreprises. Donc c'est un moment charnière. Donc par exemple, avant leur arrivée, on leur envoie un livre. Donc vous voyez, on n'est pas fâché avec le papier, mais on leur envoie un livre qui s'appelle un Culture Book et sur lequel on va retrouver une 50aine de pages qui a été fait en collaboration avec l'ensemble des collaborateurs sur l'histoire, sur les expressions qu'on peut entendre dans les couloirs, sur des parcours de collaborateurs, bref, et même un témoignage de chaque collaborateur écrit à l'intérieur et qui permet vraiment de faire quelque chose de collaboratif. Donc ça accueille comme ça le collaborateur. Après, sur toute sa première semaine d'intégration, il va rencontrer l'ensemble des managers. Donc là, on arrive à une certaine taille où on va passer par des modèles vidéo sur du e-learning aussi pour comprendre énormément la structure, même ce qu'il dépasse au final de son métier, pour qu'ils comprennent l'ensemble. Et ça finit toujours à la fin de la semaine par une présentation d'1h30 de l'histoire de l'entreprise avec moi. Et je lui explique à chaque nouvel arrivant voilà l'histoire et je lui dis maintenant c'est à toi d'écrire la suite. Donc ça, on met une grosse attention au début. Puis après, on a deux piliers importants. On a les événements. Donc ça, on parle d'apéro, mais effectivement des événements physiques où avec nos différents sites, on va avoir les mêmes rituels au même moment. On ritualise beaucoup parce qu'effectivement, ça évite d'avoir à réfléchir les rituels. Donc on a évidemment le petit déjeuner d'accueil des nouveaux arrivants du lundi. On fête les anniversaires le mercredi pour le goûter. Et ça, c'est en direct sur les différents sites. Ils le font au même moment. On va voir si on veut le pot du jeudi soir. Et puis après, on va avoir des rituels qui ne sont pas hebdo, mais qui sont mensuels.
On va avoir une fois par mois, le premier jeudi du mois, on a le jeudi tout, sur un petit peu le même modèle. Du town hall, oui. Exactement. Dans le jeudi tout, eh bien, ça va être les porteurs de projets qui vont venir présenter l'avancée des projets. Et le jeudi tout se termine toujours par ce qu'on appelle l'audace du mois, qui est un trophée qui est remis à un collaborateur qui a eu une idée d'innovation qui a réussi ou qui a échoué sur le mois. Donc ça, c'est un moment un peu à la remise des Césars. Donc ça, c'est super sympa. Des événements, on en a parlé hebdo, mensuel. On a aussi des discours de rentrée. On a fait le discours de rentrée en septembre où je suis sur scène pendant 1h30 pour présenter la stratégie jusqu'à la fin de l'année. En janvier, je fais le discours de lancement du projet d'année, pareil, où on présente le projet de l'année à tous les collaborateurs. Donc plein de petits événements qui sont ritualisés. On ne se pose pas la question de si on doit le faire ou pas. Et puis, après, il y a un troisième pilier, après l'onboarding, les événements, c'est justement les publications. L'animation de notre outil, bon, je ne vais pas vous citer notre outil, je pense que vous savez de quoi il s'agit, mais ce qui est important là, c'est que de la même manière, il y a un maître mot, c'est ritualiser et déléguer. C'est-à-dire que pour vous expliquer, nous, le lundi, c'est les chiffres portés par le directeur commercial qui va publier les chiffres de l'entreprise. Le mardi, on a les mardis les clients. Les mardis les clients, c'est porté par le responsable de la relation client qui va partager les verbatims, les témoignages qui ont été recensés par le terrain auprès des clients. Et donc, évidemment, quand vous êtes quelqu'un en production, eh bien, d'avoir un retour client qui est peut-être le plus important pour donner du sens aux collaborateurs, qu'il soit positif ou négatif, ben ça, c'est extrêmement important. On a le mercredi RH avec justement le DRH qui va partager les entrées, les sorties, les évolutions de poste et des indicateurs clés dans l'entreprise. Et moi, je conclus le vendredi avec ce qu'on appelle les Friday Wins, donc les victoires du vendredi, où il y a un édito que je réalise toutes les semaines. Et dans une deuxième partie, je vais les récupérer sur un Google Doc qui a été rempli collaborativement par l'ensemble des managers. Eh bien, toutes les victoires de la semaine. Donc ça peut être, je ne sais pas, telle personne qui vient d'arriver au poste commercial a fait sa première vente, telle personne a mis en production une nouvelle fonctionnalité et c'est sa première mise en prod. Bref, plein de victoires et ça permet d'avoir une énergie pour finir la semaine et pour le week-end qui est extraordinaire. Et puis il y a plein d'autres rituels, le carnet de route dès qu'il y a un collaborateur qui va sur la route. Bref, l'important c'est vraiment que ce soit ritualisé et collaboratif. Il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui le fasse parce que ce qui intéresse le collaborateur dans la communication, c'est vraiment ce qui s'est passé vraiment proche de lui, par des personnes qu'il connaît, sur de l'humain, et récemment. Parce qu'on dit souvent qu'en communication, le contenu est d'argent et le contexte est d'or. Et donc, c'est pour ça que les journaux internes, les emails, les newsletters mensuels, vous ratez complètement le contexte. Donc, faites au plus proche de manière temporelle et géographique pour le collaborateur. Merci Jean-Baptiste. Donc, normalement, demain, c'est les Friday Wins. Et oui, Ok. Merci à tous pour vos réponses. Je pense qu'on a appris pas mal de choses et je vois Gwen. Et je vais avoir une dernière question. Merci, c'était très intéressant cette partie. Je me suis permis de noter quelques trucs, notamment le jeudi tout, je connaissais par défaut. Par contre, du coup, le rendez-vous qui ressemble. Le Town Hall. Le Town Hall. Oui. Ok. Comme une town, une ville et hall comme. Oui. C'est bien ça. Lucie va un peu plus peut-être. Disons que ça s'écrit comme ça. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que la question que j'ai envie de poser au public désormais, c'est quel élément que la table ronde a évoqué avez-vous envie d'essayer là, notamment dans la dernière partie. Donc quels éléments lors de cette table ronde aimeriez-vous essayer dans votre entreprise? Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre et donc je vous ai redonné le nom du Town Hall au cas où vous auriez besoin de... Du Town Hall. Pardon? Town Hall. Town Hall. Très bien. Merci et je vous laisse poursuivre. Et il y a également les rituels, tout ce qui a été cité, c'était très intéressant. Merci Gwen. Et donc n'hésitez pas à voter depuis votre téléphone. Nous, on va poursuivre les questions. On arrive un petit peu vers la fin et donc au moment des questions-réponses. J'ai envie de vous poser la question un petit peu, faire un retour d'expérience, peut-être nous dire ce qui a changé dans votre entreprise. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là ou si vous pouvez un petit peu nous dire si vous arrivez à sentir ou à mesurer ce qui a changé dans vos entreprises depuis que vous avez amélioré la communication interne ou vous l'améliorez régulièrement. Elisabeth, est-ce que tu veux prendre la parole pour nous donner des éléments? Alors, je vais être assez synthétique. Je pense que l'information circule mieux, de manière plus fluide. Il
y a beaucoup d'informations qui partent de la tête de l'entreprise pour aller jusqu'aux équipes. Donc je pense qu'avec tous les outils qu'on peut démultiplier, soit au travers du management de proximité, soit au travers des outils digitaux, dématérialisés, ça permet à l'information de mieux circuler. Et par voie de conséquence, ça va entretenir la cohésion d'équipe et le soutien qu'il peut y avoir entre les sites et les équipes qui ne sont pas sur le même site géographique. Je trouve que c'est ce que je retiendrai en tout cas de cette amélioration, sachant qu'on peut toujours s'améliorer, que c'est en perpétuelle évolution, mais en tout cas on voit un changement au bout de 2 années de travail sur ce sujet. C'est ce qui m'a le plus marqué. Ok, merci beaucoup Elisabeth. Lucie, même question, est-ce que tu peux nous partager un élément que tu as vu changer ? Je pense qu'il y a un bien meilleur, enfin je pense pas, je suis sûre, un bien meilleur embarquement sur la stratégie et sur le sens du travail au sein de l'entreprise. Historiquement, on était une entreprise qui communiquait très peu. On est une entreprise familiale, une entreprise du Nord. Et donc, on était beaucoup plus discret. Voilà, donc c'était important de redonner du sens. On le sait parce que nous, pour le coup, on le mesure. On fait des enquêtes régulièrement sur nos différents outils et sur la connaissance de la stratégie et l'engagement de nos collaborateurs. Et on a vu une vraie progression. Ça marche, merci beaucoup Lucie. Karine, même question. En fait, pour nous, le fait d'avoir mis en place, surtout Steeple, on voit concrètement ce que c'est que l'ambiance de travail et la culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une lisibilité sur un support. Et moi, je m'en sers aussi sur le pré-boarding. Alors, on n'a pas le culture book. Moi, je donne la connexion à Steeple, au collaborateur qui va entrer, ce qui fait que dès le départ, il peut voir à quoi vont ressembler ses collègues, qu'est-ce qu'ils font. Il y a aussi les infos plus de la direction qui sont dessus. Donc, ça permet de réduire ce moment d'incertitude. Je pense que vous avez tous vécu le ghosting, c'est-à-dire quand le collaborateur ne vient pas alors qu'il était attendu. Et le principe, c'est vraiment de réduire la zone d'incertitude pour le candidat. Et ça fait partie des outils, des leviers intéressants qui peuvent le faire parce que le collaborateur se sent rassuré. Le premier jour, il aura déjà vu certaines têtes, il aura pu glaner un petit peu d'infos, se mettre dans le bain, dans l'ambiance. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et encore une fois, ça génère une espèce de mémoire des événements, de ce qui s'est passé, sans vraiment faire aucun effort pour ça. C'est vrai que nous, on n'a pas fait l'effort de faire le super livre. Je ne sais pas si on aura le temps un jour, mais en tout cas, voilà, on est content d'avoir ce support aujourd'hui. Et puis, voilà, ça donne une vraie lisibilité sur les événements et puis sur les gens. Au fond, c'est ce qu'on voulait. Ça a vraiment dépassé nos espérances parce que, alors, c'est un joyeux bordel chez nous parce qu'on n'a pas, c'est pas si ritualisé, si pointilleux en termes d'événements programmés. Les gens postent un peu quand ils ont envie, donc parfois il y a beaucoup de posts, parfois il y en a moins, mais bon, ça reste authentique et chacun se l'est approprié. Donc voilà, c'est vraiment positif de ce point de vue-là. Merci beaucoup Karine, très intéressant le conseil, le tip sur le pré-boarding. C'est vrai que ça permet d'avoir moins peur quand on arrive pour son premier jour. Merci. Arnaud, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu as évalué, ressenti, mesuré ? Ça dépend des boîtes et de l'objectif de départ, mais ce qu'on peut constater dans certaines entreprises qu'on accompagne, c'est pour certains une réduction du nombre de collaborateurs qui se plaignent de ce qu'on appelle l'infobésité. Il y a aussi une vraie demande pour un peu plus de sobriété, accepter un peu plus de silence avec une recentralisation de certains messages, une réduction du bruit. Ça, on arrive à le mesurer et ça joue sur le bien-être aussi des collaborateurs. Pour ceux où on est plus dans une démarche d'incarnation, de faire participer les collaborateurs justement à la com, en se disant que la com n'appartient à personne finalement, la com interne, on se rend compte d'une augmentation du nombre de sujets qui arrivent dans les tuyaux et de collaborateurs qui sont prêts à venir pitcher leur projet, soit à l'occasion de comités édito, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont ouverts aux collaborateurs, soit via des boîtes à idées par exemple. Ce sont des choses qui fonctionnent bien. Et puis aussi une autre conséquence qu'on observe avec plaisir, c'est un changement encore une fois de posture, voire d'organisation de certains services de communication interne qui passent d'une posture de productrice à la demande. Donc on a certaines directions qu'on a accompagnées qui étaient
quasiment 100% dans la production de contenu à la demande des RH, à la demande de la direction commerciale, à la demande de X direction, et qui sont en train de se transformer en agence conseil intégrée. Et elles sont là pour aussi faire monter en compétence le communicant qui réside dans chaque collaborateur. Donc c'est vraiment plus du tout la même logique. Je ne viens pas demander un papier, une affiche, un événement à la com interne. Je viens lui demander la meilleure façon de traiter par moi-même le sujet. Alors c'est jamais aussi simple que ça. La com interne ne va pas déléguer 100% de la communication, mais elle va en profiter pour garder pour elle peut-être les sujets qu'elle va vouloir préempter, les sujets les plus stratégiques pour l'entreprise, et accompagner par contre et les services et les métiers et les équipes dans leur transformation en propres communicants. Et ça, on l'observe, et ça joue encore une fois sur l'organisation, sur les instances, sur les outils qui sont utilisés, et c'est assez intéressant à observer. Ouais. Merci Arnaud, c'est hyper intéressant. C'est vrai que le communicant aujourd'hui, c'est un coach finalement. Ok, merci beaucoup. Jean-Baptiste. Le ROI, c'était à la table ronde de lundi à Nantes, et quelqu'un qui nous disait, ils ont fait une enquête, ils avaient 80% d'insatisfaits sur la communication interne. Ça a convaincu la direction d'y mettre un peu de moyens, des compétences, des outils. Un an plus tard, c'était 80% de satisfaits. C'est pour vous dire à quel point, dans des entreprises, ça part de très loin, de très très loin, et les collaborateurs, ils ont envie d'être impliqués. Et donc après, une fois qu'ils sont impliqués, il y a plein de choses qu'on peut mesurer, la présence aux événements, évidemment le turnover, mais aussi la cooptation. Est-ce qu'un collaborateur vous ramène ou pas des candidats pour faciliter le recrutement? On parle aussi aujourd'hui, pour des personnes plus connectées, d'employee advocacy. Est-ce qu'il va vous ramener aussi de la visibilité? Et on sait qu'une réputation d'une entreprise, c'est ses collaborateurs. Il y avait un chef d'entreprise qui me disait l'autre jour qu'il avait reçu un avis Google qui dit « Je viens chez vous parce que vos collaborateurs se sentent bien et ça se sent quand je fais mes courses. » Et c'est extraordinaire. Donc, il y a plein de choses qu'il faut mesurer de certaines manières, et puis il y a des choses aussi qui sont un petit peu intelligibles presque. Et puis il y a ce que tu dis aussi qui est extraordinaire, c'est le sourire des communicants qui, quand on est un petit peu, t'es chargé de communication et puis tu feras en plus la communication interne, au final, ça fait pas plaisir, et on se rend compte que quand le sujet de la com interne est vraiment porté, eh bien de celui qui doit jouer un petit peu de tous les instruments, ça change et ça devient ce que tu expliques, ça devient le chef d'orchestre qui va être celui qui va distribuer et celui qu'on va venir voir parce qu'on a des problématiques et on reconnaît dans l'entreprise l'expertise, et c'est ça, je trouve aussi le changement important. Merci Jean-Baptiste, et merci à tous les 5 pour toutes vos réponses. On a appris plein de choses. Je fais un petit retour sur les résultats de la dernière enquête qu'on a fait auprès du public. Ce qui revient le plus, donc, ça va être le Culture Book, ce qui était connecté avec ce que tu disais également, Karine, au sujet du pré-onboarding. On a également le Jeudi Tout, les rituels. On a Ultramédia, donc notre partenaire qui est cité également. Les Friday Wins, les trophées des salariés, le book pré-embauche. J'avais vu autre chose que j'avais trouvé intéressant également, la partie onboarding, et évidemment on ne saurait ne pas les citer, les apéros sont également cités.